Il y a une sorte de règle non écrite dans le monde des affaires et surtout dans la tech. En gros, quand tout le monde se rue dans une direction précise, la survie dicte de suivre le mouvement. Ouais, l'idée c'est de minimiser les risques en fait. On fait comme les autres pour pas se planter tout seul. Exactement. Sauf que refuser cette norme, c'est vraiment s'isoler volontairement. Et aujourd'hui, pour notre décryptage, on va s'attaquer à une anomalie monumentale dans ce paysage. Je veux parler de la stratégie du studio Capcom. Ah, un cas d'école fascinant, surtout en ce moment, en mai 2026. Mais carrément, hein. Je veux dire, ils sortent de 12 années consécutives de croissance ininterrompue. 12 ans, avec un point culminant en février dernier, le record de vente absolu, grâce à Resident Evil Requiem. C'est du jamais vu pour une franchise de cet âge. Et pour bien comprendre, faisons une petite analogie. Faire ce qu'a fait Capcom, c'est un peu comme refuser de louer un appartement clé en main ultra luxueux au dernier étage d'un gratte-ciel flambant neuf. Le gratte-ciel représentant les moteurs de jeux standardisés de l'industrie, j'imagine. C'est ça. Au lieu de signer un bail bien confortable, l'entreprise décide de descendre dans la boue. Ils construisent leur propre maison, brique par brique, et tout ça dans l'unique but de jamais, au grand jamais, avoir à obéir aux règles d'un propriétaire. C'est une excellente image. Et cette décision d'ignorer le gratte-ciel, ça instaure des enjeux qui dépassent largement le simple cadre du jeu vidéo, tu sais. On touche vraiment à la philosophie de l'indépendance technologique. La souveraineté totale sur ses outils de production, quoi. Voilà. Dans un écosystème financier où la standardisation est censée rassurer les actionnaires, opter pour l'autonomie totale, c'est perçu au départ comme un acte de rébellion. C'est extrêmement dangereux, industriellement parlant. Alors, remontons justement aux fondations de cette fameuse maison sur mesure. On est en 2014. Et à cette époque, toute l'industrie prend la direction diamétralement opposée. Ah oui, le mot d'ordre à l'époque, c'est la mutualisation. Tout le monde converge. C'est ça. Des petits créateurs indépendants jusqu'aux conglomérats énormes, tout le monde se rue vers des moteurs technologiques externes. Principalement l'Unreal Engine d'Epic Games. Faut dire que le discours était séduisant, hein. Bah oui, une technologie prête à l'emploi, soi-disant capable de tout faire, et en échange, ils demandent juste, entre guillemets, une redevance de 5% sur les revenus générés. Et d'un point de vue purement comptable, 5%, ça a l'air d'une aubaine monumentale. Mais c'est clair. Pourquoi un studio irait s'embêter à recruter des dizaines d'ingénieurs hyper spécialisés, des architectes logiciels et engloutir des millions en R&D pendant des années, surtout avec le risque que la tech s'effondre au premier test? C'est la grande question. Refuser ce deal à 5%, de l'extérieur, ça ressemble à un suicide financier totalement irrationnel. Alors pourquoi ils ont dit non? En fait, payer 5%, c'est une aubaine uniquement si on ignore le coût invisible de la dépendance sur le long terme. Et la réflexion interne chez Capcom à ce moment-là, elle anticipe des crises majeures qui vont frapper l'industrie des années plus tard. Des crises de quel genre? Quand une entreprise lie le cœur de son produit à une technologie tierce, elle perd le contrôle sur son modèle économique et sur son calendrier. Regarde les scandales liés aux moteurs externes qui ont secoué le marché après. Ah oui, quand certains fournisseurs ont soudainement changé leurs conditions d'utilisation du jour au lendemain. Exactement. Ils ont imposé des frais d'installation rétroactifs ou modifié l'intégration de systèmes de monétisation, genre les fameuses loot box, ces coffres virtuels dont la réglementation a complètement bouleversé les revenus de plein de studios. C'est fou. Donc tu as construit ton jeu et le propriétaire du moteur vient te dire au fait, les règles changent et tu me dois plus d'argent. C'est le piège du gratte-ciel. En construisant le RE Engine, leur propre moteur, Capcom s'est immunisé contre cette volatilité. Pas de licence à payer, pas d'intermédiaire qui impose des mises à jour conçues pour satisfaire le plus petit dénominateur commun. Ouais, parce qu'un moteur grand public doit plaire à des milliers de développeurs différents. Tout à fait. Là, leur outil devient une extension directe de leur propre ingénierie, sur mesure. Sauf que, attends, le risque d'échec restait quand même monumental. Si le premier jeu qui tourne sur ce moteur maison s'était écrasé, tout le studio plongeait avec, non? Ah oui, sans aucun doute, c'était un qui tout double. Et le grand crash test, c'est en 2017 avec Resident Evil 7, Biohazard. Et quel crash test! Le pari technique s'avère incroyablement payant. C'est un retour aux sources, à l'horreur viscérale, avec une vue à la première personne et un photoréalisme vraiment bluffant. Le moteur, il réussit à générer une tension palpable, des jeux d'ombre hyper réalistes, bref, tout pour des environnements très sombres, restreints, claustrophobiques. C'est là que le RE Engine a prouvé sa valeur, dans des espaces confinés. Mais c'est précisément là que la logique m'échappe. Un moteur de jeu, c'est comme les fondations d'un bâtiment, on est d'accord.
C'est optimisé pour un usage bien précis. En principe, oui. Donc si on crée une tech parfaite pour gérer la lumière vacillante dans des petits couloirs étroits, logiquement, elle ne devrait pas pouvoir gérer des mondes ouverts gigantesques ou des jeux de combat ultra rapides en 2D. C'est la limite classique. La gestion de la mémoire et la physique sont fondamentalement différentes d'un genre à l'autre. Alors comment il passe de l'horreur en huis clos à des styles totalement opposés? C'est ce qui s'est produit entre 2020 et 2026. Et honnêtement, c'est une prouesse d'ingénierie logicielle incroyable. La plupart des moteurs spécialisés s'effondrent quand on les sort de leur zone de confort. Parce qu'ils sont trop rigides? Voilà, ils précalculent énormément de données selon des contraintes qui sont fixes. Mais le R-Engine a été pensé de manière modulaire dès le départ. Modulaire, c'est-à-dire? Au lieu d'être un gros bloc de code monolithique, il peut modifier dynamiquement la façon dont il alloue la mémoire en fonction du projet. Il peut traiter la physique des fluides pour un jeu d'aventure et ensuite basculer sur un traitement prioritaire de la fréquence d'image pour un jeu de combat. Sans avoir à tout réécrire à chaque fois. Exactement, sans toucher au code de base. Pour imager un peu, c'est comme si ce moteur, c'était un robot de cuisine complètement utopique. Genre l'appareil miraculeux qui peut te préparer un soufflé au fromage parfait, puis te fumer une poitrine de bœuf pendant 12 heures, et enfin turbiner une glace à la vanille. J'aime beaucoup l'image, surtout pour le résultat final. Ben oui, le plus important. Sans que les trois plats finissent par avoir exactement le même goût. Parce que le gros écueil, quand un studio utilise l'Unreal Engine pour tout, c'est l'uniformité visuelle. Ah, ça, c'est le fameux rendu générique. On reconnaît souvent un jeu fait sur un moteur grand public à sa façon de gérer les reflets ou les textures. La patte graphique saute aux yeux. Mais là, les succès produits par cette unique Unreal Engine n'ont visuellement rien en commun. Et les exemples de ces dernières années le prouvent parfaitement. Prends Resident Evil 4 Remake en 2023. Ça établit de nouveaux standards de photoréalisme. 13,6 millions de ventes. Énorme! Et la même année, tu as Street Fighter 6 qui s'écoule à plus de 4 millions d'unités. Là, le moteur gère un système de combat hybride qui exige une précision à la milliseconde près, bloqué à 60 images par seconde. Une contrainte de calcul colossale. Et ça s'arrête pas là. En 2024, Dragon's Dogma 2, un monde ouvert massif sans aucun temps de chargement qui gère plein d'intelligence artificielle imprévisible et boum, plus de 3 millions de ventes. Et n'oublions pas Kunitsugami, avec sa direction artistique très frénétique façon animation 2D. Le moteur sait faire de la stylisation extrême, pas juste du réalisme. Ce qui nous amène à la consécration, en février 2026, le fameux Resident Evil Requiem. 6,91 millions d'exemplaires vendus, en seulement 12 semaines. C'est le démarrage le plus foudroyant pour une franchise qui a pourtant 30 ans. Et cette polyvalence, elle a un impact direct sur les finances. On l'a dit, 12 ans sans aucune baisse. Les chiffres sont vertigineux. L'année fiscale 2025-2026, on parle d'un chiffre d'affaires de 1,24 milliard de dollars et un profit net de 477 millions. 9e record consécutif de profit. Et ce qui est fascinant quand on regarde ça, c'est le contraste avec le reste de l'industrie sur la même période. Les autres géants vacillent sévèrement, non? Ah, le contraste est même saisissant. Ubisoft a vu ses revenus chuter de 40% suite à plusieurs échecs commerciaux. Nintendo a traversé une période de stagnation assez brutale en 2024-2025 en attendant sa nouvelle console. EA Sports aussi s'est heurté à un mur, non? Ouais, un mur de critiques et de réglementation sur leur modèle de lootbox. Ça a freiné net leur croissance. Et Microsoft a dû structurer massivement son approche du Game Pass. Ah oui, le fameux abonnement. Ça cannibalise tellement les ventes directes que rentabiliser les très grosses productions devient un casse-tête infernal. Bref, pendant que ces piliers se débattent avec leur modèle économique, Capcom récolte tranquillement les fruits de sa souveraineté technique. Mais la vraie clé de cette récolte, la stratégie secrète qui change la donne, c'est un renversement total de la philosophie sur le matériel cible. Historiquement, un studio, ça fait quoi, Ça conçoit son jeu pour la console la plus populaire, disons la PlayStation, pour toucher la masse. Tout à fait, le développement classique, orienté console d'abord. Une équipe pour faire un portage vers le PC. Et ça donne souvent des versions hyper instables, bourrées de bugs, parce que le code n'est pas pensé pour 1000 composants différents. C'est la plaie de beaucoup de lancements PC. Sauf que Capcom fait l'exact inverse. 50 à 60% de leurs revenus proviennent désormais du marché PC, via Steam. Donc ils optimisent d'abord pour le PC haut de gamme, avec des trucs hyper lourds comme le ray tracing, avant d'adapter aux consoles. Et le ray tracing, c'est vraiment un point fondamental pour comprendre leur stratégie. Tu peux nous expliquer un peu? Bien sûr. C'est une technique de rendu qui simule le parcours physique de chaque rayon de lumière dans un environnement.
Ça calcule les rebonds sur les surfaces pour créer des ombres et des reflets parfaits. Ça a l'air de demander une puissance énorme. Gigantesque. Seuls les PC très haut de gamme peuvent fournir ça de manière fluide. Mais en construisant son moteur autour de cette exigence PC, Capcom s'assure que son outil repousse toujours les limites technologiques. Bon, optimisé pour un PC à plusieurs milliers d'euros, d'accord. Mais c'est là que je bloque. La logique se heurte à un mur quand on regarde les données. Qu'est-ce qui te chiffonne, Evelyne? Ils parviennent à sortir leurs titres majeurs, genre Street Fighter VI ou le monstrueux Resident Evil Requiem, le jour même de leur lancement sur la Nintendo Switch 2. Oui, le lancement simultané. Mais c'est une console portable. Un jeu développé en 4K avec du ray tracing et des textures énormes, si on le compresse pour qu'il tienne dans une petite puce mobile, ça donne une bouillie de pixels, normalement. C'est le résultat typique d'un mauvais portage, oui. Donc, pour réussir ça le même jour, la seule explication logique, c'est qu'ils divisent leurs équipes en deux et développent deux versions entièrement différentes du jeu en secret. Alors non, parce que faire deux versions parallèles, ça détruirait toute leur rentabilité. C'est là qu'intervient la véritable force du RE Engine. Il faut imaginer les moteurs traditionnels comme des sculptures en pierre. Six sculptures. Ouais. Si tu as sculpté une statue immense et ultra détaillée pour un gros PC et que tu dois la faire rentrer dans la petite boîte mémoire d'une console portable, tu dois la briser. Tu casses des morceaux, tu perds la forme originale et le résultat est très médiocre. D'accord. Et le RE Engine? Lui, il fonctionne comme un système de blocs de construction dynamique. L'évolutivité est intégrée au cœur du moteur. Donc, tu me dis que le moteur comprend de lui-même ce qu'il doit enlever pour que ça tourne sur une Switch, sans que les développeurs aient à tout recréer à la main. C'est exactement le principe de l'évolutivité dynamique. Quand il détecte que le matériel c'est une Switch 2, il va pas juste compresser bêtement une texture 4K jusqu'à ce qu'elle soit floue. Il exécute un protocole de réduction systémique. Ah ouais, carrément. Il remplace le ray tracing en temps réel par des éclairages précalculés, il réduit la complexité de géométrie des objets lointains sans que ça se voit trop, il allège l'échantillonnage audio. En gros, le moteur effeuille le jeu de ses couches les plus lourdes, mais le noyau reste intact. C'est dingue. Cette flexibilité, ça leur permet d'inonder tous les marchés d'un coup? Le joueur ultra enthousiaste sur son PC de compète et le joueur occasionnel dans le métro sur sa console portable. Et avec un seul cycle de développement. Voilà. C'est une agilité matérielle qu'aucun moteur standardisé public ne peut offrir à ce niveau d'optimisation. Bon, ils ont donc entre les mains l'outil de production absolument parfait, ils génèrent des centaines de millions, ils s'adaptent à toutes les machines du marché et ils garantissent leur indépendance. C'est le jackpot. Mais du coup, il y a une question qui s'impose. Pourquoi diable avoir annoncé son remplacement RX? Ah, on arrive au Rex. Oui, en 2023, ils annoncent le développement du Rex pour Ray Next Engine. À ce moment-là, le moteur originel a 9 ans. Mais s'ils réalisent encore des miracles en 2026 avec Requiem, pourquoi investir des fortunes pour en construire un nouveau? Ça ressemble à un gaspillage de ressources monumental de remplacer une tech au sommet de son art. Eh bien, en ingénierie logicielle, attendre qu'une technologie montre ses limites pour commencer à la remplacer, c'est le moyen le plus sûr de mourir. L'industrie progresse beaucoup trop vite. Les composants, les cartes graphiques évoluent, c'est ça Absolument. Le R-Engine, malgré toutes ses qualités, il repose sur une architecture pensée au début des années 2010. Les succès qu'on voit sur la période 2023-2026 reposent sur une version du moteur qui est, techniquement parlant, gelée. Gelé. C'est-à-dire que pendant que le monde s'extasie sur les graphismes incroyables de Requiem en 2026, en interne chez Capcom, cet outil est déjà perçu comme une antiquité sous assistance respiratoire. C'est un peu ça. C'est fou. C'est comme garder une usine de pointe à 100% de ses capacités pour produire les voitures de l'année, tout en sachant pertinemment que le design même de cette usine est totalement obsolète. C'est une excellente métaphore. Mais ce gel d'une branche de production, c'est vital. Imagine si les ingénieurs continuaient à modifier le code de base du RE Engine tous les matins pour tester des trucs expérimentaux. Ah, ça introduirait des bugs dans les jeux qui sont plein développement. Exactement, des instabilités critiques pour des titres comme Requiem. La stabilité commerciale exige qu'on gèle le moteur. Mais en parallèle, et ça dans le plus grand secret depuis des années, une autre équipe construit le RX. Et ce RX, il a quoi de spécial? Il intègre nativement des processus qui n'existaient même pas en 2014. Le traitement des textures par intelligence artificielle générative, l'optimisation par réseaux neuronaux, on s'attend à ce qu'il propulse les jeux prévus pour avril 2026, comme Pragmata. Ah, d'accord. C'est ce qui leur permet d'éviter le fameux fossé générationnel.
parce que l'histoire du jeu vidéo, elle est pleine de cadavres de studios qui ont perdu 3 ou 4 ans de revenus juste pour passer d'une génération de consoles à une autre. Tout à fait. À l'approche des futurs PS6 ou des prochaines normes PC, beaucoup de studios vont devoir jeter leurs outils. Ils vont devoir former tout le monde à l'Unreal Engine 6 et essuyer les plâtres pendant des mois. Alors que Capcom, en concevant le Rex en parallèle, ils ont déjà le relais prêt à partir avant même que la course précédente soit terminée. C'est ça. Le déploiement de 2 générations d'outils en parallèle, ça demande une rigueur financière impressionnante. Mais c'est l'essence même de l'avantage concurrentiel à long terme. La souveraineté technologique, ça implique de planifier sa propre obsolescence avant que le marché ne l'impose. C'est clair. Et d'autres acteurs commencent à s'en rendre compte, non? En ce printemps 2026, on les voit réévaluer leur dépendance aux moteurs externes. Oui, mais bon courage à eux. Combler 12 années d'itération technologique propriétaire, de formation interne, c'est une barrière à l'entrée pratiquement infranchissable aujourd'hui. Bon, le constat final est d'une clarté redoutable, je trouve. Construire une meilleure usine s'est avéré beaucoup plus stratégique que de simplement essayer de faire un meilleur produit dans l'usine de quelqu'un d'autre. C'est la leçon majeure de ce décryptage, ouais. Et ça va bien au-delà du jeu vidéo. Externaliser le cœur même de son métier, que ce soit le code d'une appli, la logistique d'une entreprise ou même les algorithmes, juste pour faire des économies à court terme, ça conduit inévitablement à perdre la maîtrise de son destin. C'est un pari perdant sur le long terme. Ce qui soulève une interrogation cruciale, je trouve, sur l'avenir de l'innovation. Quand on regarde bien, l'économie numérique tend massivement vers la centralisation. On utilise une poignée de moteurs graphiques globaux, on dépend de 3 ou 4 modèles massifs d'intelligence artificielle, on adopte tous les mêmes formats. C'est l'hyperstandardisation, oui. Du coup, la véritable singularité demain, l'innovation avec un grand I, est-ce qu'elle ne dépendra pas de notre volonté de construire, à l'abri des regards, des outils que personne d'autre ne possède? Parce qu'il semble presque impossible de concevoir quelque chose de fondamentalement inédit si on se contente d'utiliser les mêmes briques que le reste du monde. C'est la question à $1 million. La liberté a un coût, celui d'un développement très laborieux. Mais c'est peut-être le seul moyen d'être le seul maître à bord de son navire.